Bonjour, j'ai la lourde tâche de prendre la suite de Alexis, et donc moi il n'y aura pas Joe Cooker. Je suis désolé. On va parler Shift Up, le workshop de Jürgen Appelo, que j'ai eu le plaisir de suivre en mars. Mais tout d'abord, déjà merci aux sponsors pour leur support à Agile Grenoble et ça nous permet en fait de venir. Donc, merci beaucoup à eux. Tout d'abord, me présenter. Maxime Baudet. Donc, je suis coach agile dans la société CGI. Certains d'entre vous m'ont peut-être déjà vu. J'ai animé hier du MBTI et avant-hier du Lego Vision avec Nicolas. Je suis un facilitateur. J'ai fait partie d'Apimeli pendant un bon moment. Donc, je suis pas mal tout ce qui est management 3.0, Innovation Game. J'adore les Lego. J'adore profondément les Lego. J'adore les BD aussi. Aux grandes dames de ma maison, hein, où il y en a trop. Je suis très très geek. Et surtout, je vous ai mis une image parce que je trouvais que ça pétait vachement sur grand écran. C'est pas mal, hein? Non, c'est pas mal. Vous savez ce que c'est? Vous connaissez ou pas? À votre avis, ça a quel âge? Allez, une année à peu près. Les années 70? De quel siècle? Hein? Ouais. Alors, ça date de 1760. C'est Franz Xaver Messerschmitt qui a fait ça. Il n'était pas tout seul dans sa tête quand il les a fait. On l'a découvert 69 têtes comme ça quand il est mort dans son atelier complètement reclus. C'est extrêmement moderne pour l'époque. Bref, je trouvais que ça pétait, c'était pas mal. Bon, quoi, faut se faire plaisir aussi. Alors... Maintenant que les présentations sont faites et que j'ai perdu déjà assez de temps, on va commencer déjà par la base. Qui est Jürgen Appelo? Jürgen Appelo, c'est quelqu'un qu'on connaît particulièrement pour tout ce qui est management 3.0. Maintenant, management 3.0, c'est devenu assez mainstream. On en parle un petit peu partout. C'est un des outils favoris pour essayer de transformer les managers, on va dire. Jürgen Appelo, c'est quelqu'un qui a eu plein de vies. Il a été manager. Il a dit lui-même qu'il a été mauvais manager, ce qui lui a permis d'écrire plein de livres sur les erreurs qu'il a fait. Il a ensuite écrit un livre sur le management 3.0. Et ce livre, il en a ensuite déduit une structure qui s'appelait Apimeli, qui s'appelle toujours Apimeli. Derrière, il y a eu les workshops sur management 3.0. Et il a revendu Management 3.0 en part à des gens qui ont bien voulu acheter ça. Et derrière, il a monté une nouvelle structure qui s'appelle Agility Scales. Certains d'entre vous connaissent ou pas du tout? Ouais. Voilà. On pouvait s'inscrire et ils ont développé une application qui s'appelle Mind Settlers, qui propose un certain nombre d'activités, application qui est disponible actuellement que sur Android. Pas de chance, moi, je ne l'ai pas. En parallèle, il a créé un nouveau livre qui est sorti en début d'année, qui s'appelle Startup Scale Up Screw Up, qui est basé sur son expérience de créer des startups, puisque Apimeli était une startup, Agility Scales est aussi une startup, et il a fait un certain nombre de bêtises, comme tout le monde, quand on crée des startups. Et il s'est dit, tiens, je vais en faire un livre pour essayer de capitaliser sur ça. Donc c'est quelqu'un, Jürgen Appelo, qui est vraiment à fond sur je synthétise plein de connaissances à droite à gauche, et j'en fais un livre, et ensuite je ne vais pas courir le monde, faire des conférences. Il était, je crois, à Bordeaux cette année, pour vendre. Ensuite, il a édité un workshop. Alors, tout de suite, on va me mettre les bases. Ce workshop, ce n'est pas un workshop que vous pouvez jouer, sur lequel vous allez avoir des outputs. C'est plutôt une espèce de formation sur 2 jours, sur laquelle on va présenter les concepts du livre et comment, en gros, manager l'innovation en entreprise. Donc il y a plusieurs choses qui interviennent. L'Innovation Vortex, on va en parler, et l'entonnoir de l'innovation. Alors, je suis désolé, les slides sont en anglais, mais tout le talk sera en français. Pas de souci.
Petit plus, cette fois-ci, il a voulu que la formation soit certifiante. Donc c'est une formation qui est certifiée IC Agile, BAF, Business Agility Fundamentals. C'est le premier niveau de certification de Business Agile. Il y en a plusieurs autres au-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formation? Comme je l'ai dit, Jürgen Appelo, l'une de ses forces, c'est de savoir synthétiser les choses et de les mettre, plein de choses qu'on connaît, en fait, ensemble. Il dit, lui, connect the dots. Donc, c'est vraiment faire des points entre l'idée et puis comment est-ce qu'on arrive à créer de la valeur à la fin. Pour qui? Alors ça, c'est mon avis personnel. J'en ai un petit peu discuté avec lui. Clairement, le premier, les managers, c'est clairement son objectif. Tout manager qui décide de manager de l'innovation dans son service, par exemple, toute personne qui décide de monter une start-up, c'est clairement l'objectif principal de ce workshop. On va aussi trouver des commerciaux qui décident en fait de packager les offres autour de l'innovation. C'est vrai que nos clients ont tendance à bien aimer les offres packagées. On voit comment Safe se vend très bien. Je ne suis pas obligatoirement d'accord avec la chose, mais enfin, globalement, ça se vend. Donc là, effectivement, il y a une offre packagée qui existe, et ça, nos clients, ils en raffolent. Management 3.0 a aussi été vendu comme ça par la plupart de nos commerciaux. Donc ça peut être aussi une audience intéressante. Le dernier, ce sont les coachs agiles et les Scrum Masters qui veulent avoir de nouveaux outils. Voilà. On était assez friands des outils Management 3.0, ben là, il y a des nouveaux outils aussi rigolos. Voilà pour la présentation. On va maintenant passer directement au contenu. Donc ce workshop, il dure 2 jours. Il s'articule autour de 3 parties. La première partie, on explique le contexte. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce workshop et pourquoi il y a le livre correspondant. La deuxième partie, c'est plutôt le quoi, avec 2 axes majeurs qu'on va dérouler, qui sont le business quilt. Quilt, c'est un patchwork. Et l'innovation vortex. Et puis après, le comment. Alors pour l'articulation, why et what, c'est sur la première journée. How, c'est la seconde journée. Sur chacun des exemples, là, ce sont tous les chapitres qui ont été déroulés. Il y a un certain nombre de jeux qui ont été présentés. Je vais vous en présenter quelques-uns, pas tous obligatoirement, qui étaient assez interactifs. Pour vous donner une idée, à ce workshop, on était à peu près une vingtaine de personnes, réparties en 4 groupes. Alors, toujours une très belle tête. Je l'aime bien celle-là. Pourquoi? Donc, je pense que vous connaissez déjà cette courbe, vous l'avez déjà vue. C'est la courbe des supports musicaux et leur évolution dans le temps. Donc, on voit qu'au début, on a les 8 pistes. Bon, ça, les plus jeunes d'entre vous, vous ne savez même pas ce que c'est. Dans les vieux films, la Bullitt, il a un super autoradio, il met une grosse truc dedans. C'est ça, le 8 pistes. C'était vachement bien. La cassette, qui a quasiment disparu. Le vinyle, qui commence à réapparaître un petit peu. Le compact disque, qui est en train de s'éteindre. Le streaming, qui arrive grandement. On voit que les usages changent et qu'en fait, les idées changent. Et il y a eu des révolutions technologiques tout le long de ces idées. La cassette, c'était Sony, en fait. On se souvient tous du Walkman. Sony, à la fin, là, ils sont quasiment pas présents. Ils ont perdu le marché. D'accord? Compact disque, c'est Philips. Est-ce que vous avez maintenant des chaînes Philips? Il n'y en a quasiment plus. Je crois que toute leur électronique a été revendue à des Chinois. D'accord? Maintenant, les gens sur le streaming qui se battent, c'est les Apple, c'est les Spotify, c'est les gens comme ça. Donc c'est des nouveaux acteurs. Cette courbe-là, elle existe pour tout. Si vous prenez la voiture, on est en plein dans une révolution. La voiture à essence est en train de disparaître, la voiture électrique est en train d'apparaître. Est-ce que ça, c'est l'avenir? J'en sais rien. On parle aussi de la pile à hydrogène, on parle des nouveaux moyens de locomotion. J'ai même vu des gens qui retournent au vélo avec des possibilités de charger des palettes sur des vélos. Pourquoi pas? Voilà. Donc les idées, elles apparaissent, et au fur et à mesure, elles vont avoir une vie, elles vont disparaître. Une des entreprises qui est très très forte à ça, c'est Apple. Apple, ils ont su renouveler leur marché déjà 2 fois. La première fois, c'est quoi? Non, la première, c'est iTunes, en fait, et l'iPod, qui a révolutionné la musique numérique. On est en 2001, on est là, il n'y a rien qui existe.
Et c'est eux qui ont révolutionné ça. La deuxième, c'est quoi? Elle était encore plus grande. C'est ça, c'est l'iPhone. Ceux qui se souviennent l'avant iPhone se rendent compte du saut technologique que ça a été, de l'idée que ça a été. Et ils continuent de gagner des sous. Et ils sont en train de se dire que là, l'iPhone, c'est fini. Ils sont déjà en train de pivoter sur leur prochaine idée. D'accord? Tout ça pourquoi? Pour pas mourir, tout simplement. Je vous ai listé un certain nombre d'entreprises qui sont mortes. Elles étaient énormes. Voilà. Kodak, ça n'existe plus quasiment. C'est du naming maintenant, Kodak. C'est tout. Il n'y a quasiment plus rien derrière. Nokia, c'était les leaders. On voulait tous un super Nokia. Ils ont disparu. La marque Nokia, elle est vendue à des Chinois. Nokia, ils sont recentrés sur leur cœur de métier. Bull, bon, Bull Micral, ça parle peut-être aux plus vieux. Les jeunes ne savent même pas ce que c'est. Hein? Tous les vendeurs de caméras, d'appareils photo. Moi, je fais de la photo, j'ai un joli réflexe. Les réflexes sont en train de mourir. Voilà. Même les constructeurs de réflexes n'y croient plus. Maintenant, c'est les mirrorless qui sont même en train eux-mêmes de se faire bouffer par les smartphones. D'accord? Blockbuster, vous savez ce que c'est, ça? Ça vous parle? C'est la vidéo à la demande aux États-Unis. Il en reste un. Il y en a un seul. C'était partout. Quand vous alliez aux États-Unis dans les années 90, vous aviez partout, vous pouviez avoir un DVD ou une cassette vidéo. Yahoo, ça marche plus ou moins bien. Xerox, ça existe encore. Mais on ne se souvient pas que Xerox, c'est eux qui ont inventé la souris, par exemple. À Palo Alto, c'était une entreprise qui était prédominante. Ils ont quasiment inventé l'ordinateur moderne. Ils sont nulle part maintenant. Voilà. Polaroid, Concorde. Belle victoire Concorde, mais victoire pourquoi? Actuellement, pour faire Paris-New York, on met plus de temps qu'il y a 20 ans. On met 2 fois plus de temps. Enfin, sauf si vous aviez un avion de chasse. Tout ça, en gros, il faut que les idées, elles nous permettent de survivre dans un marché concurrentiel. L'idée d'Jürgen Appelo, c'est d'essayer de donner un espèce de cycle de vie des idées pour une entreprise. Sachant que dans une entreprise, il peut coexister plusieurs niveaux. En gros, on va partir d'une idée, juste une idée, c'est le premier. Et pour avoir une idée, je n'ai pas besoin d'être à plusieurs, je peux être tout seul. Et puis derrière, après, je vais commencer à tester mon idée. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Est-ce que ça pourrait me rapporter des sous? Est-ce que je pourrais avoir quelque chose à faire avec cette idée? Ensuite, je vais pouvoir avoir une équipe. Je vais commencer à former une équipe, niveau 3. Ensuite, je vais valider ce que j'ai fait. Et puis, je vais commencer à industrialiser, à accélérer. Et on voit que toutes les étapes jusqu'à 6, c'est vraiment, on est en croissance. Et puis ensuite, on va commencer à cristalliser les choses. On a un marché, il commence à être captif, et on va grossir, mais par évolution successive. C'est plus des révolutions. Au début, c'est une révolution, là, c'est plus des révolutions. OK ? Et puis, après, ça va être du conservatisme. Et ensuite, 10, elle va dépérir. Et son idée, c'est de dire, c'est comme le cycle de la vie. On ne fait pas la même chose à chacune des étapes. Donc là, il y avait un jeu assez rigolo où on a mis toutes les étiquettes comme ça en long. Et puis, en dessous, on a dit, pour chacune des étapes, ça correspondait à la petite enfance, etc., jusqu'à la mort. Et puis au-dessus, c'était la vie de l'entreprise. Et on s'est amusé à voir quelles étaient les activités qu'on faisait ou qu'on ne faisait pas, ou qu'on arrêtait ou qu'on commençait. Pour l'entreprise et pour la vie. D'accord ? C'est très différent. Effectivement, on ne va pas du tout faire les mêmes choses. Et sur les phases 1, 2, 3, on va faire des trucs super sympas, design sprint, design thinking, UX design, on va aller voir les utilisateurs, on va faire des conférences pour vendre notre machin, enfin, c'est cool, quoi. Quand on est sur la fin, on a un marché captif, l'idée elle est en train d'être complètement dépassée, j'ai plus besoin de dépenser beaucoup pour aller dans des conférences ou faire du design thinking dessus, je suis plutôt sur de la maintenance. Voilà, ça va être des coûts de maintenance. La question va être juste de savoir quand est-ce que je dois arrêter. Un autre truc qui est important, c'est de se dire que quand je suis sur les phases finales, si j'ai pas d'idées qui sont dans le niveau 1, la mort elle est proche. Parce que mes concurrents, eux, ils ont des idées de niveau 1, 2, 3 qui sont déjà dans leur carton. C'est pour ça que vous lisez des articles justement sur Apple qui disent eux, ils sont déjà, l'iPhone, là, ils sont déjà dans conservation, voire même peut-être en finish. Il y en a qui estiment qu'ils vont peut-être arrêter les téléphones, ils vont peut-être se lancer dans le service. Et puis on entend d'autres idées. Voilà.
Et les constructeurs automobiles, c'est pareil. Les gens qui lancent des fusées, c'est pareil, etc., etc. Quelle est la prochaine idée? Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir gagner des parts de marché et devenir le leader sur mon marché? Ça va? Donc, partant de ce principe-là, le what. Ouais, celui-là, il a mal. Hein. Là, il n'est pas bien. Là. Quel est le but d'un business? Le but d'un business, c'est d'avoir le plus vite possible un MVP, de manière à pouvoir le proposer à ses clients. Et surtout, il ne faut pas mourir avant d'avoir eu le MVP. C'est l'un des gros problèmes des startups, c'est que souvent, en fait, on dépense des sous, on n'en gagne pas, on met en place des choses, mais on n'arrive pas au MVP. Et en fait, on meurt avant le MVP. Donc le but du jeu, c'est d'essayer, quand vous allez voir les banquiers, quand vous allez voir les business angels, vous allez faire des Lean Canva, des business Lean Canva, où vous allez essayer de vendre votre business plan, vous allez créer votre business plan. Ce que dit Jürgen Appelo, c'est que le business plan, c'est un truc que vous remplissez en amont, mais vous n'avez pas toutes les données pour le remplir. Et lui, il préfère en fait remixer ça, donc il appelait ça Business Quilt, et l'idée derrière, c'est de se dire, je vais rajouter une dimension du temps, et les cases de ces différentes canevas, je ne vais pas les remplir d'un coup, je vais les remplir au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il appelle ça un patchwork, c'est qu'on ne va pas tout créer d'un coup. On va mettre en place une microstructure qui va nous permettre de commencer à avancer vers la formulation de l'idée et la solution qui va avec cette idée, mais on va limiter les coûts. On va limiter les coûts parce qu'on n'a pas des coûts infinis. Et que mon but, c'est d'arriver au MVP encore vivant. Si au MVP, j'ai plus de sous, globalement, je suis mort. Mon idée, elle est morte. Elle est rachetée par quelqu'un d'autre, très bien, mais voilà. Donc derrière, lui, ce qu'il dit, c'est que il faut effectivement que le framework se construise au fur et à mesure, le patchwork, et on va répondre à ces différentes questions, donc les problèmes, les customer segments, la proposition de valeur, la solution, le revenu stream, le cost, l'avantage qu'on peut avoir, les channels. Il y a plein de questions, les canevas diffèrent les uns des autres, mais l'idée c'est qu'on ne va pas répondre à ça d'une seule façon et d'un seul coup. Comment est-ce qu'il illustre? Il illustre avec deux choses. Le premier, c'est déjà de bien utiliser les MVP et d'utiliser des Lofi MVP. Ce n'est pas la peine de développer tout de suite des choses qui sont réellement utilisables. Avec du papier, du carton, du crayon, les démarches design thinking, elles marchent bien là-dessus, je suis déjà capable de délivrer des choses qui vont pouvoir tester mon produit. Voilà. Tout ce qui est Lean Startup, ça va aussi permettre d'accélérer la préparation et la mise à disposition d'un MVP. Alors le petit jeu qui est là, c'est à mon avis le jeu le moins abouti. Quoique, moi je l'ai vu en mars. Hein. Il a dit qu'il avait refait le jeu et qu'il avait retravaillé. L'idée là, en fait, c'est d'avoir une grille sur laquelle on va dépenser à chaque tour des ressources. On part avec un capital de départ. Et puis en fait, en fonction des ressources, où est-ce qu'on les met, il y a des actions qui sont tirées et on va devoir créer cette grille, on va dire, ce patchwork de différentes activités que je dois faire. Et tant que je n'ai pas des M&M's, alors vous voyez, il y a différents types de M&M's, tant que je n'ai pas un certain nombre de M&M's sur, par exemple, la proposition de valeur ou sur l'arrivée des revenus, ma courbe, elle ne peut pas remonter. Donc le but du jeu, en fait, c'est d'arriver à répartir correctement ces ressources entre la R&D, la production, le fait de rechercher des clients, le fait de commencer à avoir un revenu stream, même minimal, pour pouvoir atteindre une espèce d'équilibre, pour que ma courbe, elle ne tombe pas à zéro, mais elle remonte. Il est un petit peu factice parce que sur chacun d'eux, en fait, il n'y a pas grand-chose derrière et toutes les cases, moi quand je l'ai joué, toutes les cases étaient quasiment équivalentes. Voilà, à part la case Review Stream qui est là. Les autres, bon. Donc je crois qu'il l'a revu pour justement mettre un petit peu plus de challenge dans quelle case je dois choisir et à quel moment. Alors le but, ouais, moi j'ai vu l'itération 11 du workshop. Les itérations, il en a fait plein derrière. Le but du jeu, c'était de l'améliorer pour qu'ensuite, ça c'est son business, hein, c'est que nous, on puisse devenir formateurs de ce workshop. Donc les premiers, il l'a fait lui-même pour améliorer, et ensuite il vend aussi le fait qu'on devienne formateur de ce workshop. Business Quilt, Innovation Framework. La deuxième partie, qui à mon avis est la plus intéressante, c'est sur la notion d'innovation et comment est-ce que je mesure que je suis en train d'innover. On a plusieurs frameworks qui sont à disposition. Les deux premiers, là, vous les connaissez?
C'est le design thinking, donc on reconnaît le double diamant. Là, on a le design sprint, et ici, c'est les lean experiment. Donc, l'idée à chaque fois est de se dire en quoi ces différentes approches, on va dire, de l'innovation ont des choses en commun. Et je vous l'ai dit, Jürgen Appelo, c'est quelqu'un qui est assez fort dans la synthèse. Donc, il a produit un modèle qu'il estime être une synthèse de ces 4 modèles-là. Donc lui, il parle de contextualiser le problème. Je dois déjà dire dans quel contexte je suis en train de travailler. Ensuite, empathize, c'est-à-dire aller vers mes futurs clients et essayer de comprendre quel est leur problème et qu'est-ce que je peux résoudre en fait, quelles solutions je peux leur apporter. Synthétiser ce qu'on a vu, émettre des hypothèses. Ensuite, on va externaliser avec un prototype et on va aller au contact des gens. On va vérifier qu'est-ce qu'on a obtenu en fait. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'il faut pivoter? Est-ce qu'il ne faut pas pivoter? Et puis derrière, si ça a marché, eh ben on va systématiser l'approche. D'accord? Et c'est là où arrive, à mon avis, l'outil le plus intéressant, c'est l'Innovation Vortex Canva. Ce Canva, il est à disposition, je crois, sur le site shiftup.works, qui est le site du workshop. L'idée est la suivante. Donc on retrouve les phases, les 7 phases. Et l'idée, c'est que je vais essayer de vérifier que je ne suis pas en train de me bloquer dans une phase. Pourquoi? Parce que si j'ai une idée, que je vais au bout du processus, mais que je ne suis pas en train de réaliser les autres phases, je ne suis pas en train de renourrir mes nouvelles idées. Souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai une idée et j'essaie d'aller jusqu'au bout. Mais quand j'arrive au bout, si l'idée elle ne marche pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, je n'ai pas d'autre idée en fait. Donc je dois réfléchir à tout moment à avoir des choses qui sont dans ces phases. Et l'idée de ce truc-là, c'est de donner une mesure. Donc vous voyez, il y a des petites étoiles qui sont présentes. Ces petites étoiles, en fait, l'idée c'est, est-ce que je l'ai fait? Donc quand il y a 3 étoiles, c'est est-ce que j'ai fait cette phase la dernière semaine? Est-ce que j'ai fait le dernier mois? Est-ce que j'ai fait le dernier trimestre? Et à chaque fois, l'équipe, elle va remplir. Elle va dire, effectivement, j'ai bien été au contact de mes utilisateurs et j'ai essayé de comprendre quel était leur problème. Empathize, mais je l'ai fait que le mois dernier, donc j'ai 2 étoiles. Je l'ai fait aussi le Ask Squatter, donc j'ai 3 étoiles, mais j'ai pas 6 étoiles sur Empathize, etc. Et je vais remplir. Et à la fin, ça va me donner une note sur 42. C'est un bon chiffre, ça, 42. C'est un peu la réponse à tout. Donc là, en fait, on a une solution intéressante pour vérifier qu'on est bien en train de continuer à nourrir la boucle d'innovation. Et ça, typiquement, c'est un indicateur qu'on n'avait pas obligatoirement, cette mesure. Donc typiquement, moi, j'ai trouvé que c'était le moment charnière, en fait, où on nous proposait enfin un outil qui permet de dire aux équipes sortez la tête du guidon, les gars. Là, c'est bien, hein, vous avez plein d'étoiles sur Systematize, Synthesize et Externalize, mais alors sur le reste, vous n'avez plus rien. Quand je suis dans une start-up, ou quand je suis dans une entreprise qui se veut innovante, bah, si j'ai plus rien dans toute la partie contextuelle, empathize, sympathize et hypothize, bah, je suis plus en train de faire de R&D, je suis plus en train de trouver mes idées. Hein. Mon flux d'idées, il est en train de se tarir. C'est pas bon. Donc là, typiquement, si je suis un manager, j'ai tout intérêt à remettre l'accent sur ces premières phases, même si je suis en train de faire des trucs importants pour systématiser et essayer de délivrer de la valeur. Ça vous parle, ça? Tac. Je l'aime bien, celle-là. On aborde la deuxième journée. La deuxième journée, malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est celle que j'ai trouvée la moins intéressante. C'est celle qui essaie de relier un petit peu plein de concepts qui sont déjà connus. Alors, on est agiliste pour certains dans la salle, il y a des concepts, on va se dire, bon, oui, so what? La grande force, c'est de les remettre tous les uns par rapport aux autres et essayer de faire le lien entre tous ces concepts. Parce que là, on a vu, c'est plutôt de la production à lui. La première, c'est se dire que les bases en fait, de l'innovation, elles nécessitent une démarche agile ou une démarche lean. Ou les deux d'ailleurs. Voilà. Sans ça, si j'ai pas de démarche agile ou si j'ai pas de démarche lean, j'aurai pas
des démarches d'amélioration continue, j'aurai des difficultés à créer des interactions avec les différents membres de l'équipe et avec mes utilisateurs, j'aurai des difficultés à faire du feedback, etc., etc., etc. Donc la démarche Lean et la démarche Agile sont les prérequis à un bon fonctionnement de l'innovation. Donc ça, c'est son paradigme. En même temps, la certification s'appelle Business Fondamental Agile. Qui est un petit peu obligation à le dire. Ouais. La deuxième partie, c'est se dire qu'il faut absolument avoir un objectif. Cet objectif, en fait, il est important pour vérifier qu'on est bien aligné entre quels objectifs je me fixe individuellement et quels sont les objectifs de la société. Pourquoi je suis en train de faire du business? Ça sert à quoi, en fait, ce business-là? Ça permet aussi d'aligner les gens sur leurs différents rôles et responsabilités dans l'entreprise. J'ai un rôle dans l'obtention de cette solution. Voilà. Sur les petites structures, c'est encore plus important. Souvent, sur les petites structures, vous avez des gens qui vont travailler sur plusieurs aspects. Savoir qui est engagé à quel niveau et qui fait quoi, ça peut être super important. Et ça, on peut les regrouper sur les objectifs de l'entreprise. Et ça permet aussi de mesurer à quel endroit j'en suis, tout simplement. Voilà. Mon objectif, c'est ça, j'y suis pas. Donc globalement, j'ai encore du progrès pour arriver à l'objectif que je me suis fixé. Donc avoir des objectifs, c'est un élément qui est important. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir des objectifs? Alors, je ne vous ai pas mis tous les slides, parce que je suis en train de vous faire un extract en 1 heure, enfin en 45 minutes, d'un truc qui dure 2 jours. Mais globalement, sur tous ces éléments-là, il vous présente des petites vidéos ou des éléments de détail qui vous permettent, si vous êtes un manager, de vous faire une idée en fait, sur quelle typologie d'objectifs on peut avoir. La première, c'est le management par les objectifs. Donc ça, c'est inventé par Peter Drucker. On a des gens qui actuellement remettent en cause le type de management par objectif, parce qu'effectivement, il y a des problèmes d'alignement qui existent. Les objectifs sont des fois pas exactement les mêmes quand on les passe dans les différents niveaux hiérarchiques. Un des moyens de l'aligner, c'est les OKR. Il y a eu un talk sur les OKR hier, je crois. Ça vous parle, les OKR, ou pas? Non? Les OKR, en fait, ce sont des objectifs que je me fixe moi-même et ils sont visibles de toute la structure. Donc tous les niveaux hiérarchiques se fixent des objectifs tous les trimestres et la structure, n'importe qui dans la structure est capable de voir quels sont mes objectifs. Et il y a des gens qui travaillent sur les OKR pour vérifier que les objectifs individuels sont bien alignés avec les objectifs des gens qui sont au-dessus et en dessous. Donc il y a un alignement des objectifs, il y a un côté transparent qui est important. Donc ça a été développé par Intel et c'est utilisé chez Google, par exemple. Si vous allez chez Google, les deux managers de Google, enfin les 2 PDG tout en haut, ils ont des OKR, comme les gens qui sont tout en bas. Donc ça, c'est un des moyens de vérifier l'alignement entre la vision d'entreprise, du business, avec des objectifs court terme, 3 mois, et puis des objectifs beaucoup plus sur les équipes de réalisation des logiciels, du marketing, de la finance, des RH, etc., etc. Le dernier, c'est celui qu'il a présenté le plus en détail, c'est la North Star Metric. L'idée, en fait, c'est d'avoir une seule métrique pour l'entreprise. J'ai travaillé il y a quelques années dans une petite société qui vend des pneus en ligne. Donc il y en a plein qui existent, à Lyon il y en a plusieurs. Le premier truc que j'ai remarqué en rentrant dans cette entreprise, c'est qu'il y avait un grand affichage digital qui disait quel était le chiffre d'affaires de la journée. Avec marqué, aujourd'hui on a vendu pour 20 000 € de pneus. J'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, tiens c'est marrant, ils estiment que la chose qui va driver toute l'entreprise, parce que c'était en plein milieu de l'open space, on ne pouvait pas le louper, et je crois que quand ça passait certains trucs, il y avait un petit bip, enfin il y avait un ding, il y avait un machin, quoi. En fait, leur North Star Metric, c'était ça, c'était le CA journalier. Alors on peut être pour, on peut être contre. Comment est-ce qu'on dessine une bonne North Star Metric? L'exemple qui nous montre, je ne sais plus le nom de la startup, mais le gars il disait le but du jeu c'est d'avoir 9% de growth rate sur l'année, quoi. Bon, est-ce que c'est engageant pour tous les gens? Je ne sais pas. Voilà. Donc c'est les limites un peu de la North Star Metric, c'est que si c'est trop éloigné des préoccupations individuelles des gens, ça va être difficile. Par contre, si c'est assez proche s'ils ont les moyens en fait d'agir sur la North Star Metric, ça peut être super engageant.
Se dire, bah, je vends 20 000 € de pneus, bah ouais, moi je suis en train de faire le site web de vente en ligne, j'étais en train de faire le site web de vente en ligne, bah ouais, je participe à ça, quoi. Et effectivement, si je peux faire plus de clics, plus de machin, bah, je vais augmenter le chiffre qui est là. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, 15, c'est bon, je suis large. Merci. North Star Metric. Donc, la deuxième partie, c'est de mesurer la performance et le flux. Donc, plusieurs manières. Là encore, le Value Stream Mapping. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est un élément du Lean. On essaie de mesurer la valeur qu'on apporte à chacune des étapes d'un processus. Les Kanban, bien sûr. Et un truc que moi, je n'avais pas vu personnellement, c'est les entonnoirs. Les entonnoirs, en fait, c'est une espèce de Kanban, mais dans lequel, à chacune des étapes, on éliminerait des tickets qui sont inintéressants. On va le voir, ça a un intérêt pour la suite sur l'innovation. Parce que justement, le processus d'innovation, c'est un processus de sélection. On ne veut pas que toutes les idées arrivent au bout, sinon on a un problème. Donc là, il donne une idée, par exemple, d'un mix entre un entonnoir et un Kanban, et c'est intéressant parce que c'est la manière dont il écrit les livres. Voilà, son livre, il a 25 chapitres, au début, il y en avait 40. Pour chacun d'eux, il avait un Kanban sur l'état du chapitre, et puis de temps en temps, il a éliminé des chapitres. Donc il a mixé en fait un Kanban et un entonnoir. Donc il a commencé à écrire, il faisait des reviews, machin, etc. Et puis au bout d'un moment, il y a des chapitres qui ont sauté. Donc à la fin, il y a 25 chapitres. Donc c'est intéressant, puisqu'il s'était appliqué à lui-même. Comment est-ce qu'on vérifie que tout ça, ça marche bien? On se met des mesures. Donc la pirate métrique est une métrique, en fait, il présente assez rapidement. C'est une métrique qui permet en fait, d'éliminer au fur et à mesure des choses dans un entonnoir. Donc les premiers niveaux sont plutôt des niveaux où on va essayer de rendre les gens désintéressés. Donc on va toucher un large public. Et puis petit à petit, en fait, les gens qui vont acquérir la chose, ils vont être moins nombreux. Ceux qui vont activer, c'est-à-dire qui vont payer pour la chose, ils vont être encore moins nombreux. Et puis ceux qu'on va garder au bout d'un an, ils sont encore moins nombreux, etc., etc. Si vous vous abonnez à Netflix, par exemple, c'est exactement ça qu'ils font. Voilà. Vous êtes dans un entonnoir, et l'idée, c'est qui, à la fin, ils vont réussir à garder, qui va leur apporter du revenu. Parce que les gens qui apportent du revenu, c'est les gens qui restent longtemps. Voilà. C'est comme l'abonnement Canal+. Moi, je l'ai gardé pendant 15 ans. Je pense que les 5 dernières années, je ne l'ai jamais regardé. J'aime pas le foot. Donc globalement, voilà le revenu, et puis à la fin, je suis sorti. Mais je suis arrivé quasiment au revenu, parce que je leur donnais un revenu, je ne regardais même pas le service. Voilà. Donc ça, c'est un des moyens, par exemple. Les autres, c'est le Net Promoter Score, vous le connaissez par cœur. C'est quand on vous donne une note, on vous demande une note sur 10, vous savez. Et on vous dit, si vous répondez en dessous de 8, je me fais engueuler. Voilà. C'est ça, en fait, c'est le Net Promoter Score. Si vous allez chez Lego, si vous allez chez Toyota, moi je vais chez les deux d'ailleurs, on vous demande ça en permanence. Donc ça, c'est le Net Promoter Score, c'est un moyen de vérifier que vos utilisateurs ils sont contents avec votre solution. Donc on est sur le funnel des idées, là on est capable d'éliminer des solutions qui ne sont pas intéressantes, qui n'apportent pas. Le premier, le Chanelist Taste, l'idée c'est de dire, si je vous enlève le service que vous avez là, est-ce que vous n'êtes pas du tout content? Ouais, bon, et bon, je m'en fous. Et en fait, si vous avez plus de 40% de gens pas contents, ça veut dire que les gens ils sont prêts à payer en fait, pour votre truc. Donc tout ça, ça permet d'avoir un entonnoir de l'innovation. Donc là, il y a un petit film aussi qui est passé sur l'entonnoir, mais en fait, c'est vraiment ça. L'idée, c'est que l'innovation, c'est pas un Kanban. C'est vraiment un entonnoir sur lequel je vais devoir éliminer le plus rapidement possible les idées qui ne sont pas bonnes. Alors, une idée pas bonne, ce n'est pas obligatoirement une idée intéressante. Ça peut être une idée que je ne sais pas vendre. Cette idée-là, je ne sais pas la vendre, je ne sais pas quoi en faire. Donc globalement, il va falloir que j'arrive à les éliminer pour avoir les bonnes idées que je suis capable de déclencher et qui sont capables de trouver mon public. Il y a plein d'applications smartphones qui sortent, il y en a peu qui sont élus à la fin. Voilà. La taille du funnel, de l'entonnoir, elle va varier aussi. C'est-à-dire que si je suis sur les étapes 1 et 2 du Business Life Cycle, j'ai intérêt à avoir des entonnoirs qui sont bien chargés avec plein d'idées. Quand je suis sur les dernières étapes du Business Life Cycle, j'ai plutôt intérêt à avoir moins d'idées parce que de toute manière, sur ce domaine-là, parce que globalement, mon produit il est en fin de vie, j'ai plutôt intérêt à investir dans les idées du nouveau truc. Donc, il va y avoir des variantes en fonction de l'endroit où vous êtes.
Et ouais, ce que j'ai mis, c'est que l'innovation, c'est vraiment choisir la bonne idée au bon moment. Il faut qu'à la fin de l'entonnoir, il y ait la bonne idée qui tombe au bon moment. C'est-à-dire qu'elle trouve son public. D'ailleurs, je vais reprendre l'exemple d'Apple, mais en fait, on se rend compte assez facilement que les produits qui sont développés, donc Apple, Tesla, ces gens-là, en fait, souvent, la R&D, elle a duré super longtemps. Je crois que l'iPhone, c'est quasiment 10 ans. Voilà. Et l'idée, elle n'a pas été déclenchée parce qu'elle n'était pas assez bonne pour le public. Elle a été déclenchée au moment où on estimait que le public pouvait la recevoir. Et c'est là où ça marche. C'est là où on va faire un différentiel et qu'on va faire une rupture technologique. Quelles activités je peux avoir en fait pour gérer mon innovation? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je les ai listées. On y passe rapidement et il y a quelques petites activités qui permettent de se dire, ben, en fonction de mon business life cycle, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne vais pas faire la même chose. Je ne vais pas m'amuser à faire des hackathons sur un projet legacy qui a 20 ans. Ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Mes hackathons, je vais plutôt les faire sur des projets qui sont dans des états 1, 2, 3, voire 4 de mon business life cycle. Donc il y a une petite activité justement où il essaie de dire, ben, si je suis une division qui a plein de projets, et j'ai des projets en 2, en 4, en 6, ben, qu'est-ce que j'essaie de faire comme activité? Mais en gros, on voit, ben, j'ai les hackathons pour essayer de générer des nouvelles idées ou des nouvelles choses, des nouveaux problèmes que je pourrais résoudre, des tests d'innovation, du crowdfunding interne, donc c'est-à-dire que moi j'ai des idées mais j'ai pas le temps pour le faire, et les autres ils ont du temps mais ils n'ont pas d'idées, donc ils vont me donner leur temps et moi je vais pouvoir travailler sur mes idées. Un pipeline d'innovation qui va devenir, on a vu, un entonnoir, des steering committees, du risk management et des jours de démo où la démo, quand on est en agilité, ça donne des idées souvent. Voilà, c'est un peu l'idée aussi. C'est je vais faire des démos, ça va générer de nouvelles idées qui vont venir dans mes premières étapes de mon entonnoir, et tout ça, ça va tourner. Donc là, normalement, on est arrivé à la fin de la dernière journée. On a une superbe certification BAF. Ouais, je sais, moi aussi. Le nom m'a un peu... Bref. On a aussi une jolie tête. Je l'aime bien, celle-là. Elle est cool. Qu'est-ce que j'en tire de tout ça? Je pense que c'est un très bon... Si vous avez des managers qui entendent parler de innovation, risk management, design thinking, lean startup, tout ça, et qui sont un peu perdus sur comment est-ce qu'on peut agencer tout ça ensemble, je pense sérieusement que c'est un bon candidat en fait, ce workshop. Ça remet bien les idées en place et ça permet d'avoir un fil conducteur et de se dire, bah ouais, je pourrais gérer mes idées, ma division, ma start-up avec ça, et c'est pas idiot en fait. Il y a vraiment un fil qui existe. Mais donc tout ça, c'est pas mal. L'innovation Vortex, clairement, c'est à mon avis le truc différenciant. Les échanges avec Jürgen, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un qui peut paraître assez lointain, surtout sur ces échanges Facebook, Twitter, ou bon, bref, c'est compliqué, mais c'est quelqu'un de vraiment intéressant à discuter. Les petits jeux, alors Modulo, le jeu que vous avez présenté avec les Smarties, où là pour le coup j'ai pas compris. Les autres sont quand même intéressants parce que c'est quand même des mises en situation. Le coup du livre, en fait, il nous l'a montré après, on a dû essayer de le faire nous-mêmes, de le trouver nous-mêmes. Donc c'était intéressant. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Le deuxième jour est beaucoup plus mou sur les trucs. Je vous ai rapidement fait un peu de name dropping, je vous ai expliqué quelques-uns des trucs, ils rentrent beaucoup plus en détail. Il y a plein de choses que moi personnellement je connaissais, donc je me suis dit, ouais, si vous êtes coach agile, je pense que cette deuxième journée, elle est quasiment en trop pour vous. Par contre, je pense que pour un manager, avoir toutes ces notions, ça peut être intéressant. Clairement, autant Management 3.0 nous avait rempli de plein de jeux, d'activités, il y avait les settlers, il y avait les improv cards, delegation poker, delegation game, etc. Autant là, il y a très peu de matériel. La grille d'innovation, l'innovation Vortex, et c'est quasiment tout. Après, il y a quelques jeux, mais franchement, c'est moins ludique que Management 3.0, assez clairement. C'est sûrement pas le but. Et oui, j'ai dit le patchwork, franchement, pas compris.
Voilà, je termine avec un tout petit peu d'avance, donc je peux prendre des questions avec 4 minutes d'avance, ce qui est plutôt rare chez moi. Est-ce que vous avez des questions, des points que vous vouliez aborder? Pas de questions. Je les ai tous endormis. Vas-y. Est-ce que depuis mars, tu as entendu parler d'applications à droite ou à gauche? D'applications? Ouais, tu connais par exemple des participants qui sont sortis de là et qui ont mis en place un ou plusieurs outils vus pendant la formation? Alors, personnellement, non. Par contre, quand on suit la formation, on a accès aussi aux ressources. C'est-à-dire que les ressources, vous avez vu, j'ai fait des copies des slides en fait, de Jürgen. On a accès aux ressources et à tous les jeux. On a aussi accès à un Slack où il y a des gens qui partagent. Et oui, sur le Slack, j'ai vu des gens qui ont mis en œuvre. Donc, pas personnellement moi, sur les participants. Par contre, sur le Slack, il y a des gens qui font des témoignages sur le fait que oui, ça a été mis en œuvre. Vas-y. Dans un des derniers slides, tu parles de l'Innovation Steering Committee. Oui. Tu peux un peu expliquer ce que c'est? Bon, un peu en décalage par rapport à la façon de gérer l'innovation, cette méthode. En fait, l'Innovation Steering Committee, le but, c'est pas qu'il trouve les idées, mais c'est qu'il les choisisse. Donc, c'est qu'il ait des moyens en fait, de se dire, cette idée-là, elle arrive à ce niveau-là, par exemple, dans la pirate métrique. Et oui, vous avez assez de revenus potentiels, vous avez fait des net promoter scores, ils sont plutôt bons, oui, votre idée, on va la continuer, ou non, vous avez fait un peu de lean startup dessus, et en fait, on n'arrive pas, on a pivoté 3 fois, et ça ne marche pas. Donc l'idée du steering committee est plutôt d'être là en jury, en fait, du truc. C'est pas eux qui vont trouver les idées. Voilà. Eux, ils vont juger les idées, parce qu'effectivement, à chacune des étapes, il y a des hommes qui vont prendre des décisions. La question, ça va être lesquels je vais choisir. Ouais. Ouais, bien sûr. Puis comme ça, on peut revoir les têtes. C'est ce qu'il dit. Après, c'est comme le delegation poker. Enfin, si tu connais le delegation poker, son but, on l'utilise souvent en disant niveau délégation, machin, etc. Comme ça, on se connaît tous. Il y a une règle supplémentaire qu'on oublie tout le temps, c'est que le but, c'est d'avoir le plus gros score possible. Selon Jürgen Appelo, on devrait tous être à 7. Donc là, c'est pareil. Lui, il dit, faudrait effectivement que toutes les semaines, je fasse toutes les activités. Je pense que c'est pas possible, en fait. Donc à un moment donné, c'est plutôt une mesure, et puis peut-être mesurer une tendance, se dire je suis sur une tendance baissière, c'est pas bon. Est-ce qu'il ne faut pas que je sois en train de renforcer ou de challenger les gens qui sont dans mon équipe pour essayer d'augmenter un petit peu certaines phases que je trouve un petit peu pas en phase justement avec ce que je veux faire ou l'ambition que j'ai. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas, je pense que pour lui, toutes les phases sont importantes et il faut que ça soit assez équilibré. Je pense que le terme, c'est plutôt l'équilibre. Et justement, dans ce vortex, l'idée, c'est de se dire, ce truc-là, je l'ai fait au dernier trimestre, mais globalement, je ne l'ai pas fait récemment, donc j'ai peut-être intérêt à le refaire. Le sentiment que ça me donne, ta présentation, c'est que ce n'est pas particulièrement innovant pour un bouquin sur l'innovation. Ça reprend pas mal de trucs, ça les met ensemble. Je te confirme. Oui, j'ai relu, pour préparer ce talk, je me suis permis de relire tout le livre que je mentionne, puisqu'on reçoit le livre aussi, donc ça c'est pas mal. Et au final, je me suis dit, c'est sûrement moins innovant que Appuyer Management 3.0. Très clairement, lui il dit 42 activités, etc. Il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, après c'est pas mal de redites, et c'est pour ça que je pense sérieusement que ce truc-là, c'est bien qu'on soit au courant, nous, agilistes, coach, etc. Mais je pense que le plus gros, c'est plutôt des managers à qui on bombarde en fait de plein de trucs et on se dit mais qu'est-ce que je fais de toute cette bouillie de trucs que je dois faire, quoi. Et là, c'est la force de Jürgen Appelo, c'est de remettre tout ça en perspective, de créer en fait un espèce de chemin qui est le sien. Hein. Après, on peut se dire c'est pas dans ce temps-là, c'est pas comme ça, etc. Mais il remet bien les choses en place. Voilà. Mais effectivement, il est beaucoup moins tiens, ah ouais, ça c'est bien. Voilà, c'est moins ça, clairement. C'est pas une rupture, non. C'est pas une rupture, c'est plutôt une mise à plat.
Dernière. Ouais. Moi, mon but, c'est la troisième partie que je mettais, c'est plutôt d'essayer d'accompagner mes commerciaux pour essayer de vendre effectivement une démarche d'innovation un petit peu packagée à certains de mes clients qui se disent comment je fais de l'innovation en fait. Qu'est-ce que je dois mesurer? Comment est-ce que je déclenche un processus d'innovation? Voilà. Donc mon but, c'est plutôt de sensibiliser mes commerciaux avec cette offre pour qu'ils puissent aller voir des clients et qu'on puisse ensuite les accompagner sur cette partie-là. Donc moi, c'est clairement mon but. Après, l'innovation de Vortex, clairement pour moi, c'est une mesure qui n'existait pas et c'est aussi un élément qui peut être important et ajouté dans les équipes qui ne font pas obligatoirement de l'innovation mais qui nécessitent d'aller régulièrement auprès de leurs utilisateurs. Donc je pense qu'on peut tweaker un petit peu ce machin-là pour avoir un truc intéressant. Enfin, j'aime bien l'idée de ce vortex de trucs qui doit avoir lieu en permanence. Ça a sonné, je pense qu'on peut se laisser. Merci beaucoup.